Good Morning Business, le grand entretien. Et à 8h18, notre invité, 4 ans, est déjà milliardaire. Alors, c'est pas votre âge, Nicolas Julia, ni votre fortune, enfin, je sais pas. En tout cas, c'est la valeur de votre entreprise, 3,6 milliards d'euros. Sorare, vous étiez là sur ce plateau pour cette dernière levée de fonds spectaculaire qui fait de vous l'une des plus grosses licornes françaises. International d'ailleurs, parce que évidemment redites tout ce que vous faites, parce que pour beaucoup de gens qui nous regardent, si je dis carte Panini augmentée, c'est résumé, mais dites-nous un peu ce que fait Sorare. Alors Sorare, c'est déjà, merci beaucoup de votre accueil, je suis ravi d'être avec vous. Sorare, c'est la combinaison de 3 passions. La première passion, c'est la collection. Je vais collectionner des cartes qui représentent des sportifs, des équipes que j'aime. Ouais. La deuxième passion, c'est engager dans un jeu de fantasy, inspiré de fantasy. Donc c'est des jeux où en fonction de comment le joueur va jouer sur le terrain, je vais progresser dans le jeu. Et donc je constitue mes équipes. Je constitue mes équipes. Avec ces cartes, je constitue mes équipes. Et la troisième passion, c'est connecter avec ses amis, rencontrer de nouvelles personnes. C'est la communauté. C'est une communauté de plus de 3 millions de personnes dans 180 pays qui engagent dans une plateforme de sport de nouvelle génération. Et c'est pas un jeu d'argent? C'est pas un jeu d'argent, effectivement, puisqu'il n'y a pas de notion de mise. On achète des cartes qu'on peut collectionner, comme je disais. C'est le premier pilier, qu'on peut engager dans des équipes. Je suis en coach. En fait, ce qui est génial avec Sorare, c'est que j'ai tous les rôles que je peux avoir dans un club de sport. Donc, dans un club de sport, dans une équipe, je peux être un propriétaire. J'achète, je vends des joueurs, des cartes en l'occurrence ici. Je peux être un coach, comme on le disait. Je compose mon équipe et je peux être un directeur sportif. Je dois détecter le talent de demain. C'est l'album Panini mélangé à petit gazon. Alors, ce qui est génial, c'est qu'il y a un usage. C'est que dans le monde physique, on a la collection. Donc, on va aller sur l'album et puis on va souvent rester là. Ici, on a cette dimension collection et derrière, il y a des super pouvoirs. Donc, je vais débloquer les meilleures expériences dans le monde du sport grâce à la possession de cette carte. Je vais pouvoir participer à ces jeux, aux jeux qui sont développés par notre société, mais à d'autres jeux qui sont développés par la communauté aussi, et débloquer des choses dans le monde physique. Accéder au stade, accéder au centre d'entraînement, etc. Laure disait que c'est pas un jeu d'argent parce que vous avez eu chaud. À un moment donné, l'autorité de régulation des jeux en ligne s'est penchée sur votre cas. Elle a dit que vous l'étiez pas. Elle a demandé quelques petites précautions quand même, mais bon, franchement, tant mieux. Est-ce que néanmoins, parce qu'on sait qu'il y a un problème d'addiction, notamment avec la Coupe du Monde, des jeunes joueurs, notamment sur les jeux d'argent que vous n'êtes pas, est-ce qu'il y a aussi le risque d'une addiction, parce que les joueurs, on peut quand même les coacher, les revendre. Voilà, est-ce qu'il y a ce risque-là aussi? En fait, ce qui est, pour revenir sur le premier point, ce qui est important, c'est que Sorare a créé un nouveau marché, une nouvelle catégorie qu'on domine au niveau mondial et qui va peser. Et à chaque fois qu'une nouvelle catégorie est créée, c'est normal qu'il y ait des interrogations et il y a besoin d'un cadre et on l'a appelé de nos voeux et on est ravis de voir qu'en France, on a la chance que ce soit également la volonté et du gouvernement et l'autorité nationale des jeux a également fait état publiquement du besoin d'un nouveau cadre. Donc ça c'est important et ce cadre doit notamment permettre de protéger notre communauté et les publics sensibles. Donc vous parliez de différents sujets, c'est très important et c'est le but, je pense, notamment de ce nouveau cadre qui, on espère, va arriver dans les semaines ou les mois à venir. Vous dites que vous êtes les seuls sur votre marché. Il y a Binance, par exemple, qui fait des accords là, avec des sportifs pour des NFT. C'est pas du tout la même chose? Alors, il y a d'autres sociétés qui ont créé en fait des cartes à collectionner. Nous, notre spécificité depuis le début, c'est de pas, comme je disais tout à l'heure, ne pas s'en tenir en fait à la collection, mais de permettre aux fans, voilà, de s'engager. Et c'est ça en fait qui a permis notre succès, c'est qu'il y a une valeur d'usage. On va encore une fois engager toutes les semaines avec ces. Le plus connu, c'est Fantasy Football, mais ça existe pour tous les sports. Vous allez le décliner. Donc on a commencé dans le football où on a construit une communauté très active. On a une volonté de créer la plus grande marque dans l'histoire du sport. Donc évidemment, les sports US sont importants pour nous. On vient de lancer récemment la MLB, la NBA. On a des accords exclusifs de très long terme avec ces ligues. On a eu beaucoup de succès sur le démarrage. Ça date simplement d'il y a quelques semaines, mais on est très enthousiaste. Et effectivement, on a la volonté d'agréger les principales ligues de sport au monde sur la plateforme. Et votre succès, c'est aussi que vous avez réussi à fédérer autour de vous des grands champions. Par exemple, on disait tout à l'heure Mbappé qui est au Capital, Griezmann aussi, qui non seulement est au Capital, mais est un des participants assez actifs de la plateforme, Serena Williams. C'était quand même un pari incroyable d'arriver à être la plateforme de NFT du monde du sport.
et finalement, c'est quoi votre prochain challenge? Quel concurrent pourrait venir vous menacer finalement? En fait, comme vous le disiez, la société a 4 ans et il y a 4 ans, je me souviens, j'étais encore dans le train pour aller convaincre la Ligue belge. On n'avait même pas de produit à l'époque et là, on vient d'annoncer la NBA, la MLB, les principales ligues de sport. Donc, il y a beaucoup de chemin qui a été fait. Ouais. Ces 50 dernières années, vous avez cité Panini, il y a Electronic Arts avec FIFA qui ont réussi à agréger comme ça les principales ligues de sport au monde. Il n'y a pas d'autres exemples en fait. Donc 2 en 50 ans. On a fait un super parcours en 4 ans. On a encore beaucoup de travail à faire. On a créé un nouveau produit, un nouveau marché. Donc on n'a pas de concurrents frontaux aujourd'hui. C'est aussi une des forces de la création de catégories. Et il faut continuer à se développer très fort, et notamment aux US, qui sont un enjeu très important pour nous. On a la moitié de nos équipes qui sont là-bas. On vient d'annoncer les principales ligues de sport. C'est notre marché qui croît le plus vite, qui est déjà un top 3 pour nous et qui va continuer à être très important. Pourquoi que le sport? Parce qu'on était hier avec Pascal Gauthier de Ledger, allez regarder cette interview en replay ou en podcast. Il nous disait les NFT, l'avenir, c'est quand même aussi les œuvres d'art et les Pokémon. Vous n'allez pas aller sur d'autres segments? On est vraiment à l'intersection de ces deux segments, et de la collection et de l'entertainment, en fait, du divertissement. Donc la dimension collection, on va continuer à la travailler et on peut imaginer des collaborations avec des artistes, etc. pour la création en fait de ces objets-là. Ce qui est important pour nous depuis le début, c'est qu'on ne s'en tient pas à ça, on va plus loin. Et encore, ces cartes sont débloquent. En fait, ces cartes débloquent l'accès à un club qui permet de jouer à des jeux qui passionnent les fans de sport, qui permettent d'accéder à des choses dans le monde physique et qui permettent de connecter de manière générale à sa passion. Nicolas Julia, vous êtes une des stars de la French Tech, à tel point que vous étiez dans l'avion d'Emmanuel Macron il y a quelques jours pour aller aux États-Unis. À quoi ça sert ce type de visite? Qu'est-ce que vous avez dit au président et qu'est-ce que vous avez ramené dans vos bagages des rencontres que vous avez faites aux États-Unis, par exemple? Oui, il y a 2 choses importantes et c'était frappant de voir, la première chose, l'image de la France qui a changé aux États-Unis et aux yeux des investisseurs américains. Lors de mes premiers échanges, même avant Sorar, en fait, avec les investisseurs américains, il y avait une image de la France, on ne va pas se mentir, qui n'était pas très reluisante pour venir investir dans des boîtes, dans une société tech en France. C'était pas leur destination de prédilection. Ça a changé. Aujourd'hui, la France, entre guillemets, les investisseurs américains viennent en France en se disant qu'on peut construire des leaders mondiaux. Ouais. Et ça, je pense que c'est au crédit évidemment de notre président, de son gouvernement, qui non seulement ont changé l'image de la France et ont eu des actions concrètes pour le faire. Et je pense que mon message et notre message aussi en tant qu'entrepreneur, c'était d'appuyer là-dessus et de dire que oui, on va créer des leaders mondiaux depuis la France et que le Web 3 est aux avant-postes en fait de cette création. Je crois que vous avez reçu Pascal Gauthier de Ledger hier, qui est aussi un exemple magnifique en fait de ce leadership qu'on a en France sur le Web 3. Mais concrètement, quand vous êtes avec Emmanuel Macron, vous faites quoi? Vous faites des petits rendez-vous, vous descendez de l'avion présidentiel. C'est pour lui parler à lui que vous le suivez ou c'est pour parler à l'écosystème américain et ça permet d'ouvrir des portes? Vous enchaînez les rendez-vous quand vous êtes là-bas? Alors on enchaîne les rendez-vous quand on est là-bas, de manière très concrète en fait. On a eu un temps d'échange avec les plus gros fonds américains et quelques entrepreneurs de la French Tech pour échanger sur nos besoins, pour échanger sur la France et la place française, la place tech française. Et donc c'est hyper enrichissant d'une part de pouvoir échanger avec des pairs, donc de passer du temps pour nous avec des CEO. Alors en l'occurrence pour nous les contrats elles sont déjà en place, donc c'était pas forcément l'enjeu, mais en revanche connecter en fait avec des investisseurs, ça c'était un enjeu. Puis passer du temps également avec le gouvernement, le président, c'était notre objectif également. Ouais. Est-ce que Nicolas Julia, vous êtes touché d'une manière ou d'une autre par la crise des cryptos, un peu des NFT? Est-ce que par exemple vous étiez valorisé 3,6 milliards d'euros il y a un an? Est-ce que votre valo a un peu baissé aujourd'hui? Il y a sans doute des petites transactions intermédiaires. Et puis est-ce que la valeur des cartes a baissé avec cette défiance des investisseurs sur les cryptoactifs? Alors, la valorisation de la société n'a pas baissé. En fait, comme je disais tout à l'heure, une de nos forces, c'est de ne pas être adossé en fait au marché crypto en particulier, parce qu'il y a une valeur d'usage en fait autour. Il faut avoir une carte pour pouvoir jouer. Exactement, qui est très importante. On est une anomalie entre guillemets dans le monde du Web 3 puisqu'on a continué à croître cette année. On a fait 270 millions de volume d'affaires en 2021. On est déjà à 500 millions en 2022. Donc à tous les niveaux, on a une croissance très forte. Et la valeur des cartes globalement?
C'est maintenu parce qu'en fait, il y a des, en fait, c'est le sport qui compte chez nous, c'est la saisonnalité en fait qui va impacter tout ça. C'est évidemment la performance du sportif, c'est la rareté de la carte, c'est le design de la carte qui va compter. Donc c'est tout ça qui impacte. Faut pas que l'équipe de France se plante. Ça c'est vrai que ce serait un boost d'optimisme, de positivité pour notre communauté, pour nous, qui serait très importante. Juste un mot encore pour ceux qui découvrent peut-être cet univers en vous écoutant, en vous regardant. Nicolas Julia, on a parlé beaucoup de Web 3. Est-ce qu'en 30 secondes, vous pouvez nous redire Web 1, Web 2, Web 3, c'est quoi la différence? Très facile. C'est le Web 1, c'est un web en fait où on pouvait lire des choses, consommer en fait. Un Web 2, c'est un web où on peut interagir. On peut appeler ça le web social aussi. Le Web 3, c'est un web de propriétaire. C'est un web où on peut posséder en fait. Dans le Web 2, on pouvait tout copier. Il n'y avait pas cette notion de propriété numérique. Le Web 3, c'est un web où je peux posséder. En fait, il y a cette notion d'authentification, de sécurisation d'un bien digital qui est aussi la clé pour un NFT. Et c'est un bon exemple avec Sorare. Je peux posséder pour la première fois mon item de jeu. Ça veut dire quoi derrière? Et quand j'ai fini de jouer avec Sorare, je peux revendre ma carte à quelqu'un d'autre. Exactement. Je le possède comme un bien physique. Donc qu'est-ce que je peux faire quand j'ai un bien physique? Je peux bouger mon item dans la chambre d'à côté. Je peux le revendre si je le souhaite. Voilà. Donc c'est le sous-jacent numérique. Cette propriété numérique qui est la clé de ce qu'on construit. Voilà la leçon du Web 3 avec Nicolas Julia, PDG et cofondateur de Sorare.